conférence, on peut dire comme ça, sur la question de Internet et du renouveau de la critique. Alors pour cela, moi je suis juste médiatrice, si on peut dire. Je m'appelle Véronique Brocard. Et donc pour parler de cette question, nous avons 3 intervenants, 3 responsables de revues sur Internet. Donc, il y a Johan Fiber de Diacritique. Alors, moi je me trouve Pierre Benetti de Répondant Nado et Hélène Pertuis du Journal Critique. C'est ça? Oui. Il y a une revue, il y a... Voilà, il y a aussi une revue. Et c'est bien des supports papier en ce qui me concerne, même si on a un site internet qui prolonge légèrement, on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est peut-être la différence avec les 2 autres publications. Donc vous allez vous présenter, les 3 responsables de revue. Alors pour Diacritique. Alors déjà merci à André Chabin et Yannick Kevaret de nous avoir accueillis et d'avoir permis ce débat donc, sur lequel donc, on est interrogé sur la nature numérique de notre revue. Alors moi, pour dire les choses très simplement, je vais présenter un petit peu la genèse de Diacritique et puis un petit peu nos options éditoriales, de manière, vous allez voir tout de suite, en fait, à faire percevoir combien en fait, le numérique est indissociable de notre démarche. Alors nous, on a fondé en fait Diacritique en septembre 2015 avec Dominique Brie et Christine Marcandier, qui tous les 2 étaient à Mediapart, et moi j'officiais aussi dans le book club de Mediapart. Et en fait, nous, on est parti d'un constat d'un vide éditorial, en fait, notamment sur le numérique, c'est que, à notre sens, il n'existait pas de médias intégralement tournés vers la culture, c'est-à-dire où la culture pouvait occuper une place politique. C'est-à-dire où la culture n'était pas un supplément, comme dans Le Monde, comme dans Libération, mais où justement on partait de la culture pour revenir à la culture en essayant de traverser le monde, un peu immodestement et un peu naïvement, puisque les 2 sont toujours un petit peu indissociables. Et donc on s'est très vite réunis en un après-midi au Vepler, et ensuite, dans les minutes qui ont suivi, on avait fondé Diacritique, en prenant ce nom à la fois comme un hommage un petit peu à tous ces termes un peu techniques qui existaient dans les années 70, dans le structuralisme, et puis en l'assouplissant un peu avec un jeu de mots sur le sous-titre du magazine, c'est-à-dire le magazine qui met l'accent sur la culture. Et donc très vite, en fait, on a décidé, ça c'était une idée de Christine Marcandier, d'arriver à la rentrée littéraire, parce que c'est à peu près le seul moment où la France parle de livres. Alors pour des mauvaises raisons, mais elle en parle quand même, c'est-à-dire à l'occasion de cette course hippique au prix littéraire, dont le couronnement moral, comme dirait Duras, c'est toujours le prix Goncourt. Donc on a décidé en fait de se placer sous l'égide d'un saint patron, Roland Barthes, qui nous intéressait à double titre, déjà parce qu'on trouvait qu'il y avait un vide en fait critique dans la presse. On trouvait qu'il y avait un vide critique dans la presse papier, c'est-à-dire que les critiques étaient un peu des critiques de complaisance, des critiques de recension, on ne peut pas dire le caractère absolument épouvantable actuellement du monde des livres, et pour ne citer que lui. Et puis ensuite, ce qui nous intéressait chez Barthes, c'était de pouvoir s'intéresser en fait à la vie culturelle depuis un prisme littéraire, notamment les mythologies. Et cette double ascendance qui est la nôtre depuis le début, c'est-à-dire des articles exigeant en termes de recherche et un questionnement sur la société à partir d'une vision politique des choses, puisque nous on revendique un peu une vision politique des choses, nous a permis en fait de très vite définir une ligne éditoriale. Le surlendemain, on a été rejoint par Simona Klippa, qui est devenue notre co-rédactrice en chef, et ensuite, quelques jours plus tard, par Jean-Philippe Casier. Et on est donc à 5 en train de manager cette revue, dont le but finalement, maintenant, je vois à peu près 2 ans et demi d'existence, dont le but est en fait de casser un double temps, c'est-à-dire de casser à la fois le temps journalistique, qui est celui du temps où on rend compte d'un livre, c'est-à-dire de le présenter finalement très rapidement, c'est l'exigence de la presse écrite, et de casser aussi le temps universitaire, ça nous paraissait très important, c'est-à-dire de proposer sur des livres qui viennent de sortir, une étude qui soit de l'ordre d'une poétique d'un auteur, avec des articles très amples. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Et enfin, dernier point, parce que je parle beaucoup toujours, dernier point, c'est qu'en fait on s'est vite aperçu, c'est ça
notre nerf poétique, et politique si j'ose dire, c'est qu'on essaye de cartographier comme on le peut le contemporain en littérature, notamment, mais on ne parle pas que de littérature, puisqu'on parle de musique, on parle de cinéma, on parle d'exposition, notamment avec Christian Rosset, on a choisi aussi quelques spécialistes de littérature contemporaine, comme Laurent Demance ou Marie-Odile André, de manière un peu à proposer une vision dans laquelle, en fait, pour nous, quand on parle de la littérature contemporaine, qu'on le veuille ou non, on devient acteur du contemporain. Il y a quelque chose qui dépasse. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait reprocher à la presse écrite, c'est qu'elle n'a pas compris que quand elle parlait du contemporain, elle avait un rôle à jouer qui était finalement de l'ordre de l'inflexion du chant. Et ça, on a essayé très modestement, je ne sais pas si on y réussit, mais en tout cas, on essaie d'être acteur du contemporain sur une scène qui nous avait paru être laissée vide, où par exemple, on a l'impression souvent un petit peu d'ailleurs comme dans cette architecture moderne, on refait des vieux bâtiments et on n'en laisse que la structure. Sandra Moussampès se dit très bien dans un de ses recueils poétiques, où on a l'impression que la culture est toujours un produit d'appel, un petit peu comme toutes ces horreurs qu'on voit un peu partout, où par exemple on réduit la culture à un alibi folklorique. Juste pour finir la présentation, est-ce que vous avez des extensions papier, des impressions d'un texte particulier ou pas du tout? Non, pas du tout. 100%. C'est 100% numérique parce qu'en fait, la longueur de certains articles et leur amplitude, en fait, ne peut pas avoir d'existence papier parce que, par exemple, il y a des papiers d'inégale longueur, hein, c'est ce qui fait aussi le rythme de la publication, c'est qu'on a des papiers, par exemple, politiques. Alors moi, par exemple, j'ai suivi mais avec Dominique Brie aussi, par exemple, la vie politique, en tout cas de cette espèce de course à l'élection présidentielle, et on a essayé de leur poser un questionnement qui est plutôt un questionnement sémiologique. Donc ça pouvait donner par exemple des papiers beaucoup plus brefs, comme par exemple Manuel Valls, Sganarelle de la présidentielle, ou Macron, le donjuanisme de la parole macroniste. Et ça, c'est des papiers assez courts, tandis que quand on a des papiers, par exemple, sur Olivia Rosenthal, on a des papiers très longs qui se déploient, parce qu'on essaie, à partir du livre qu'elle vient de sortir, de retracer une poétique plus générale. Et ça, une revue papier malheureusement, peut difficilement l'accueillir, surtout dans un rendu de l'actualité. D'accord, mais ça, on reviendra sur l'intérêt d'être sur le numérique. Alors, en entendant Nadeau, maintenant... Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus, c'est un plaisir de rencontrer des lecteurs ou des futurs lecteurs. Si on revient sur les origines, c'est la question de départ, les origines de ce journal, je dis journal parce que c'est assez important de l'appeler journal et revue en même temps, c'est une particularité qu'on a, d'avoir fait un journal en ligne et en même temps de garder l'aspect, on va dire, collectif, très important pour nous, qui est celui d'une revue. Alors l'arrivée sur Internet, c'était donc il y a 2 ans bientôt, en janvier 2016, avec un choix d'un outil qui nous permettait de créer un espace collectif, indépendant et accessible, puisqu'on reste gratuit et que toutes nos archives depuis 2 ans sont absolument gratuites. La création dans Attendant Nadeau, il y a une référence évidemment à Maurice Nadeau qu'on ne peut pas nier. Je ne vais pas m'étendre sur les aléas d'une crise qui a eu lieu dans la quinzaine littéraire que vous connaissez peut-être. Mais ce qui s'est passé, effectivement, au-delà de la question de crise interne, c'est la décision de passer d'un support papier à un support numérique total qui vraiment nous donne en fait maintenant des outils qu'on trouve formidables. Que ça soit en termes de format, que ça soit en termes de circulation au sein d'un espace, qu'on essaye au maximum de construire comme un espace de, j'ai pas forcément envie de dire de refuge, mais qui échappe un peu au bruit ambiant et à un rapport immédiat à l'actualité, qu'elle soit politique, culturelle ou éditoriale. On maintient ce terme de journal des arts, des livres, des idées et des arts, parce qu'on a une périodicité, donc En Attendant Nadeau est publié un mercredi sur 2. On a aussi une périodicité interne, puisqu'il y a un comité de rédaction d'une 30aine de personnes qui se réunit un mercredi sur 2 également, et autour gravite une communauté de collaborateurs, de lecteurs qui deviennent des collaborateurs, qui nous envoient des articles. Et c'est assez important en fait dans ce rapport-là au temps,
sur Internet. Puisque nous, on a considéré que Internet n'était pas le lieu de l'immédiateté, de l'oubli, de l'éphémère, mais à l'inverse, un espace où on peut inscrire des choses. On peut inscrire une mémoire, un rapport au texte, un rapport aux livres, aux expositions, aux pièces, je ne sais quoi. Donc ça a été vraiment très important pour un collectif de personnes qui existaient auparavant, certains écrivent ensemble depuis les années 60, de découvrir que cet outil-là pouvait être maîtrisé et pas forcément abandonner un flux d'idées qu'on n'oublie pas. Là, il y a une autre expérience. En fait, vous êtes parti d'une revue papier dans la tradition de la revue papier. Et puis, vous avez voulu faire une extension numérique. Voilà, vous allez présenter, peut-être j'aurais lu les choses un peu trop vite. Donc, Guillaume Pertuis, racontez-nous. Oui, alors c'est vrai que le point de départ du projet Hippocampe, c'est une revue semestrielle. Le point commun avec ce qui a été dit pour les deux supports numériques, c'est que dès le départ, on a voulu faire un support pluridisciplinaire mêlant la littérature, les idées et les arts au sens large. Donc d'abord une revue semestrielle qui a été créée en 2009, pas du tout liée à l'actualité, qui s'intéressait aux avant-gardes, au XXe siècle, création littéraire, artistique du XXe siècle et contemporaine. Et en 2012, j'ai ressenti le besoin d'ouvrir un petit peu cet espace de la revue avec un support plus léger, malheureusement je ne l'ai pas porté ici, qui s'appelle le journal Toujours Hippocampe, créé en 2012 pour justement plus traiter de l'actualité, plus ancré dans ce qui se passe, c'est pareil, hein, des expositions, la littérature, les sciences humaines sont traitées, des articles de format assez variés, on essaie quand même d'avoir des articles relativement longs, qui peuvent aller jusqu'à 15 000 signes parfois sur une double page. Voilà, il y a quand même l'idée aussi d'approfondir un peu les sujets, et pas simplement faire des petites brèves en colonne. Et le troisième volet, c'est la partie livre qui a été créée il y a 1 an à peu près, 17 livres. Donc il faut vraiment imaginer le projet Hippocampe comme trois entités avec des passerelles, puisque des dossiers de la revue peuvent ensuite donner naissance à des contributions régulières dans le journal. Inversement, un chroniqueur du journal peut tout à coup devenir un auteur de la maison d'édition, qui a la volonté comme ça de faire circuler au sein des 3 supports papier. On a un site internet, mais qui malheureusement est assez défaillant pour le moment, qui reprend des textes déjà publiés dans les supports papier, et qui publie quelques inédits, mais bon, l'objet par rapport à vos interfaces et notre site internet est vraiment très léger, et c'est un projet de le développer, et de travailler peut-être aussi sur les entretiens vidéo, le son, travailler vraiment la question du numérique, puisqu'on a les supports papier pour vraiment défendre des textes. L'idée, ça serait avec le numérique d'offrir une revue plus multimédia. Alors moi, il y a quelque chose qui me relie, dépendamment du fait que vous êtes tous des entrepreneurs de revues. On connaît tous, en venant ici, ce que ça signifie, mais c'est évidemment la liberté qu'offre Internet. Mais je pense que ce n'est pas n'importe quelle liberté. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas qu'une question de longueur permise, ce n'est pas qu'une question de multiplicité de sujets à loisir. Donc la question, c'est à la fois une grande liberté, et comment vous bornez vous-même cette liberté. Ou à moins qu'il n'y ait pas besoin de borne, je ne sais pas. En fait, le danger d'Internet, c'est qu'il y a effectivement, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que notamment le problème, c'est en fait celui de l'ombrelle de D.H. Lawrence à la fin de Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze, où on a toujours besoin de trouver une structure dans le chaos. Et Internet, c'est l'image la plus concrète du chaos. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour structurer le chaos? Il faut un rythme. Et donc, chacun essaye, comme il le peut, de tracer des marques. Et donc, nous, on a essayé très vite de caler un rythme avec 4 articles par jour, 5 jours par semaine, ce qui demande un rythme énorme. Ce qui est énorme, effectivement. Parfois, on est proche de l'AVC, mais chaque fois, on arrive quand même à boucler la semaine. Mais en tout cas, ce qui nous paraît important, c'est d'arriver en fait à fluidifier le flux. Parce qu'Internet, c'est un flux continu,
on a l'air de passer comme ça devant, mais en fait il faut le rendre fluide. C'est un flux très heurté, on le voit sur les pages Facebook des uns et des autres, des articles postés, très scandés. Oui, voilà. Donc il faut un peu le fluidifier. Alors nous par exemple, quand je dis 4 articles par jour, à raison de 5 jours par semaine, il y a quand même par exemple une part qui est laissée à la photographie. C'est-à-dire qu'il faut aussi les trouver à l'intérieur de ce qui suffoque, c'est-à-dire que Internet c'est un espace de suffocation aussi, il faut trouver aussi quelque chose qui permette d'ouvrir un peu l'air. Et c'est ça en fait la limite. La limite c'est sa grande liberté. Et donc il faut retourner cette liberté en une contrainte heureuse, une gêne exquise, comme dirait Paul V. Et la contrainte, vous la vivez aussi en attendant la date, quel style, enfin, il y a un comité éditorial tous les 15 jours, je pense qu'il y a évidemment une ligne éditoriale, et justement comment s'organise l'impossibilité en fait, c'est-à-dire que les bornes de ce que vous allez publier. C'est une bonne question parce que, bon, en attendant Nado est un collectif qui est quand même fondé aussi sur des affinités personnelles, ce qui ne veut pas dire un club d'entre-soi. Le but, c'est d'ouvrir cet espace qu'on construit à tous les gens qui veulent rentrer dans cette communauté. Et le mot est important. Je pense que les contraintes ou les libertés, on se les donne nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est basé sur quelque chose auquel on tient, qui est la question de la compétence. C'est-à-dire, les contraintes ou les libertés, elles sont fixées aussi par le fait qu'on ne demande pas à n'importe qui d'écrire sur n'importe quoi, de dire l'espace internet n'est pas le lieu de l'opinion ou du parti pris immédiat. Alors après évidemment ça dépend des sujets, je veux dire on va demander plus de compétences entre guillemets techniques sur un ouvrage de sciences sociales, d'anthropologie ou d'économie que sur un premier roman de la rentrée littéraire par exemple, c'est pas le même question de compétences. Mais on reste assez fidèle à l'idée de respecter les compétences de chacun, étant donné que notre lecteur saura, au bout d'un moment peut-être, circuler dans ce paysage de nos auteurs, des collaborateurs qui écrivent sur des thématiques. Et on peut voir, je sais pas, je prends l'exemple de Jean-Yves Potel chez nous qui a une compétence accrue sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On sait que si c'est Potel qui prend en charge tel livre, il y aura quand même une qualité. Comment ça se passe? C'est assez simple, on se réunit autour d'une table en fonction des emplois du temps de chacun, puisqu'en fait la particularité, c'est qu'on n'est pas des professionnels dans le sens où à la fois on a des compétences, on ne vit pas de l'ado, même si on a une équipe qui prend en charge le site et qu'il faut rémunérer, ça c'est une question de financement qu'on pourra peut-être évoquer à la fin, je ne sais pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on se réunit assez amicalement autour d'une table où les livres des 2 dernières semaines sont présentés. Ce qui sans doute diffère, moi j'ai une expérience de la presse à côté de ça, ce qui diffère, c'est qu'il n'y a personne, presse écrite, personne ne vient d'en haut dire Pierre, tu vas faire ce livre-là et tu vas en dire ceci. Ce qui existe globalement dans la presse écrite. Une forme de liberté, ça peut-être. Ah, c'est une forme de liberté. Effectivement, et les libertés, c'est extrêmement plaisant et intellectuellement très stimulant d'être dans un espace où on doit quelque chose à la fois à une communauté, mais à une communauté aussi de lecteurs. On leur doit quelque chose, on donne quelque chose, mais on n'a pas, si vous voulez, le pistolet sur la tempe pour dire du bien, du mal, ou bien même dire quelque chose d'un livre. Voilà. Ensuite, on se partage, entre guillemets, les livres ou les idées, et parfois il y a des débats évidents sur ce qu'on a à dire, mais ça se passe sans autoritarisme. Pour parler de la liberté, ce qui m'intéresserait de savoir avec le témoignage, c'est que qu'est-ce qui faisait que dans la revue papier, quelque chose manquait? Une nouvelle fois, la partie numérique, elle est vraiment à construire, elle est en plein développement, mais elle est très minorité encore. Et c'est vraiment la revue. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette extension? Parce que bon, là, c'est plus subi, je dirais. C'est un peu une nécessité aujourd'hui d'avoir quand même ne serait-ce qu'une vitrine.
un espace pour se montrer. En plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est, contrairement aux autres titres, on est basé à Lyon. Enfin, officiellement, même si l'équipe est très éclatée géographiquement, puisqu'il y a un pied en Suisse, un pied à Paris, mais la revue et le journal se fabriquent à Lyon. Donc c'est aussi un autre territoire à envisager, enfin, un autre type de diffusion, puisqu'on est très implanté à Lyon, dans sa région, en Suisse, un peu à Paris également. Alors, il y a une question que je trouve qui est contenue dans le débat là, et que j'aimerais bien aborder avec vous, qui est est-ce que le fait d'écrire sur numérique, sans avoir des contraintes de longueur, évidemment on ne va pas faire un livre à chaque fois, je pense que ça finirait par lasser, on va faire des brèves non plus, mais est-ce que le fait d'écrire sans limitation, dans un cadre où il y a quand même une liberté d'espace et de ton, modifie vous-même votre façon d'écrire? Est-ce qu'Internet, de fait, modifie la manière d'écrire et la façon d'être dans la critique, puisque vous êtes des revues critiques? Mais, je vais vous répondre par la positive, effectivement, parce que moi je viens, moi j'étais, j'ai docteur en littérature, j'ai produit pas mal de textes, j'interviens en colloque, etc. Et il est vrai qu'on nous demande un format assez orthonormé sur un sujet souvent assez défini. Moi, ça a radicalement changé ma manière d'écrire, de collaborer à Diacritique, non pas tant parce que c'était un journal, mais parce que c'est un journal numérique. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui a véritablement modifié les choses, c'est en fait deux aspects. Le premier, c'est en fait de retrouver le sens étymologique de critique, tel qu'Agamben le mettait en évidence dans l'introduction de Stanz, c'est-à-dire la critique c'est quoi? C'est la méconnaissance. Et en fait, quand on s'adresse à partir d'un livre à quelqu'un que vous ne connaissez pas à travers l'écran, il faut lui faire connaître et reconnaître un livre. Et donc il y a une vocation didactique qui est peut-être plus forte que dans le cadre d'un espace universitaire, où justement, même si on est là pour faire connaître son point de vue ou son interprétation sur un texte, ça ne passe pas par le même public. Et la deuxième chose, c'est finalement, qui est liée à la première, c'est une vocation finalement beaucoup plus politique, c'est-à-dire qu'on ne parle finalement, et c'est ça notre credo à Diacritique, que des livres que l'on a aimés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de critique négative. Alors, en même temps, moi, ma première critique dans Diacritique, c'était une critique négative, mais parce que je pense c'était un très mauvais livre et que c'était assez dangereux. C'était la 7e fonction du langage de Laurent Binet, où l'image qui était présentée était celle de l'intellectuel, de Barthes, d'une manière caricaturale, qui posait en fait un problème, une question de société, c'est-à-dire, on vivait en 2015, c'est déjà tellement historicisé, c'est déjà tellement loin derrière nous, on vivait à une époque de montée là, des fascistes, de la manif pour tous, d'une dévalorisation, d'une démonétisation de la figure de l'intellectuel, et il s'agissait de se le réapproprier par un discours justement qui questionnait le caractère finalement folklorique de toute cette littérature qu'incarne cette vague lamentable de l'exofiction où on prend une vedette, on essaie d'en faire un texte en essayant de cerner, enfin, toute cette caricature de biographie. Et donc il y a quand même des choix poétiques très, très arrêtés, des choix en fait qui sont de l'ordre d'un mot d'ordre en fait. En fait, il faut aider l'époque. C'est une époque qui va très très mal, c'est une époque qui ne croit pas en grand chose, c'est une époque dans laquelle on a l'impression qu'on vit dans un désenchantement de la science. Nous, on est un peu les enfants perdus du structuralisme, d'une certaine radicalité face aux textes théoriques, et on vit dans cette espèce de désenchantement scientifique constant, et ce désenchantement scientifique constant, il ne doit pas nous ôter d'une ambition. Et cette ambition-là, il faut la restituer, mais au plus grand nombre. Alors du coup, c'est périlleux, parce que bien évidemment, comme on vient d'un horizon universitaire, il faut chercher à assouplir son ton. Donc c'est ça qui a changé, par exemple, chez moi, c'est un ton assez assoupli, et surtout la certitude d'être lu. Parce que la grande misère universitaire, c'est que vous avez beau produire des articles sur lesquels vous vous êtes échiné pendant des siècles et des siècles dans le lointain, comme dirait Belmondo dans Pierrot le Fou, et puis, qu'est-ce qui se passe? La première lectrice que j'ai vue d'un de mes textes, pourtant Dieu sait que je suis très productif, c'était il y a 2-3 ans, quelqu'un qui avait lu un de mes textes sur Claude Simon 10 ans auparavant. Et c'est le seul retour de lecture que j'avais eu. Et là, on a un retour de lecture
direct. Et en fait, ça vous donne le sentiment d'une communauté. C'est quelque chose où, en fait, les gens partagent la nécessité d'un présent. C'est vraiment quelque chose qui... en fait, on présente ça. Voilà. La nécessité. Dans la question, il y avait quelque chose de presque encore plus pratique. Ah oui. C'est-à-dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire est-ce que le fait d'écrire dans un support numérique produit soit une sorte de relâchement, parce que finalement ça passe, voilà, ou alors au contraire impose une exigence supplémentaire avec un thème et une forme différente par rapport à l'écrit, parce que on regarde tous sur Internet, on voit aussi la manière dont les textes peuvent être publiés, on n'est plus dans ce même de lecteur, le même rapport. Donc, moi, c'était la question de l'écriture. Là, à travers la critique, on en parlera, mais vous écrivez, vous trois, vous êtes habitués à des textes papier, des supports papier. Est-ce que dans l'exigence, ou au contraire d'une espèce de manque une baisse de qualité, vous le sentez ou ça a changé? Et en fait, tout à l'heure je pensais à ça en arrivant, on dit toujours, d'ailleurs vous avez demandé à Pierre de préciser, vous avez dit presse écrite. Et en fait pourquoi? Parce que en fait inconsciemment on dit toujours presse écrite contre presse pas écrite. Et la presse pas écrite, ce serait la presse internet, numérique, voilà. Celle qui n'aurait pas d'écriture. Effectivement, c'est ce que vous dites, c'est en fait... C'est une question, hein, oui, c'est pas une affirmation. Je le retourne en affirmation. Donc en fait, la question c'est de savoir, en fait il faut être plus exigeant qu'ailleurs. C'est ça, il faut être plus exigeant qu'ailleurs, et donc il faut justement être très très soucieux, à la fois d'être clair, et surtout de proposer des choses qui ne relèvent pas en fait de cette espèce de forum un petit peu qu'est Internet, de cette espèce d'émotivité du blog aussi, puisqu'il y a toutes ces écritures, d'une lecture impressionniste qui a ses qualités. Moi j'adore la paraphrase, j'adore tout ce qui relève de la paraphrase, ça peut avoir ces vertus-là, mais Internet doit proposer justement quelque chose qui... En fait, il y a un déficit de crédibilité sur Internet, parce que tout ce qui relève de la littérature procède par ça, voilà, par cette espèce de manque d'implication. Donc ça implique une exigence supplémentaire. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre? Oui, sur l'exigence, oui. Après, moi je pense pas que la question du support résout tout. Je pense que la question c'est effectivement à la fois la pratique d'écriture de chacun, des collaborateurs, c'est la pratique de lecture de nos lecteurs aussi, et c'est aussi la pratique qui est plus, on va dire, éditoriale dans la cuisine interne, qui est de construire des numéros. Ce qui a changé, je pense, entre une revue papier à laquelle on a pu participer et En attendant Nano, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est ce que nous-mêmes, on est assez surpris de ce fonctionnement-là qui s'est mis en place. Les numéros sont plus construits, plus thématisés, plus sans doute réfléchis et éditorialisés, avec un éditorial comme dans un journal, qu'ils ne l'étaient auparavant. Ce qui est un peu paradoxal. Le lieu d'Internet a fait que l'exigence de construire des numéros, et même de le construire esthétiquement. Il y a une attention au graphisme, à l'iconographie, à la mise en page, etc. La construction en pratique, c'est ça aussi. Et Internet a été le lieu de ça. Je pense que l'exigence d'écriture, elle reste basée, en tout cas chez nous, non pas sur une idée d'Internet comme le lieu de diffusion absolue. C'est pas vrai, parce qu'en vérité, les gens qui viennent lire En attendant Nano, je pense, évidemment qu'il y a des lecteurs qui tombent par hasard, mais c'est aussi rejoindre une communauté. Bon, je le considère comme ça, ce qui ne veut pas du tout dire que ce serait un groupe select, un club. C'est pas ça, mais c'est partager un ensemble de valeurs. Et ça rejoint la question de l'exigence, parce que ces valeurs-là, c'est avoir un rapport médiatisé, second, à la fois à ce qui se passe dans le monde, mais à ce qui se passe dans le monde des idées, des publications, etc. Ce rapport médiatisé, nous on l'inscrit aussi dans dans le temps d'abord et dans l'espace. Dans le temps parce que ce n'est pas parce qu'un livre est sorti en septembre qu'on est obligé d'en parler en septembre, on pourra en parler en décembre ou en janvier, ça nous arrive. On ne va pas forcément attendre non plus 2 ans pour en parler, mais on n'est pas contraint par l'immédiateté. Et dans l'espace,
on a travaillé aussi à réfléchir à que permet Internet, c'est aussi sortir des frontières. C'est-à-dire que publier un journal papier, ça veut dire le diffuser soit en librairie, soit dans les kiosques, c'est-à-dire en gros dans un espace national français assez restreint. Moi là je reviens, il y a 3 jours j'étais au Congo parce que je travaille là-bas, j'ai quand même un plaisir absolu de pouvoir continuer à non seulement à écrire mais à lire ma propre revue en étant au Congo. C'est un peu banal mais ça change énormément de choses. C'est qu'en fait on se rend compte grâce à tout ce qui est d'ordre de la statistique que nos lecteurs viennent d'Amérique latine, de Chine, d'Afrique, du Maghreb et pas seulement d'un espace non seulement parisien mais aussi français. On a même installé un outil là, il y a quelques mois qui est une carte des livres où en fait on répertorie à travers le monde les livres dont on a parlé en fonction, alors je n'ai pas forcément parlé de pays mais aussi des langues. On a consacré un gros dossier à la traduction cet été et je pense que la question de la traduction symbolise aussi notre rapport au livre, à l'actualité comme on est vraiment dans un système de translation, de médiatisation, et de trouver des rapports un peu décalés. Voilà, ça, Internet nous l'a permis. Mais est-ce qu'il y a un renouveau de la critique qui passerait justement, ou c'est le renouveau de la critique qui a pris le médium Internet comme un vecteur qui permet ce renouveau de la critique, ou cette critique, ce renouveau est une question d'envie, de génération, ou de prise de position politique? Alors évidemment sur Internet, un petit peu décalé, mais historiquement quand même, l'Hippocampe a travaillé là-dessus. Voilà, est-ce que vous rejoignez cette idée de... Moi je voulais ajouter une chose, et c'est en lien avec ce que je viens de dire. La question, je répète, la question du support n'enlève pas la question qui nous est chère, qui est un alliage de la compétence et de la subjectivité. Et que ça, c'est un choix politique assez fort. C'est-à-dire ne pas transiger sur une exigence intellectuelle, critique, au sens politique aussi. Moi, je pense pas évidemment que Internet a amené des espaces critiques comme les nôtres. Je suis assez tenté quand même de dire que ces communautés de pensée n'ont pas attendu Internet pour exister. Voilà, c'est juste un outil effectivement qui est venu au bon moment, quoi. Voilà. Moi je pense qu'on est devenu vieux. Je pense qu'on est devenu vieux. En fait, moi je pense toujours à cette phrase de Paulan qui disait dans Les Fleurs de Tarbes qu'il ne saurait trop recommander la vieillesse aux critiques littéraires. Et je pense que la vieillesse, en fait, c'est quelque chose qui vient avec Internet. Internet, on voit ça comme quelque chose de jeune, de moderne, comme un gadget. Mais en fait, cette question de génération que vous posez fait qu'à un moment, c'est vrai que cette communauté existe avant, mais en fait, elle n'existe pas vraiment. Elle a besoin de s'incarner dans quelque chose, et cette incarnation, elle est justement à l'image de ce qu'est cette génération, c'est-à-dire assez éphémère, dans une structure virtuelle, et elle ne peut exister finalement qu'hors les murs. C'est-à-dire que si la parole universitaire n'a pas été capable de l'accueillir, il a fallu qu'à un moment donné, cette parole se dématérialise. Et elle s'est dématérialisée parce qu'on est devenu vieux. Parce qu'à un moment donné, on a tous eu cette espèce de, quand il dit ça, vieux, Paulan parle de cette espèce de sagesse sur le texte. En fait, Internet pour notre communauté, c'est notre vita nova. C'est le moment où justement on est arrivé au milieu d'un cheminement critique, et ce cheminement critique, il doit se repenser à partir d'outils tels qu'on nous les donne et tels qu'en fait on les crée, parce que Internet ne nous est pas donné, c'est quand même un outil que chacun au quotidien on crée. C'est un outil où effectivement il y a un espace de frontières qui est aboli, mais ces frontières en fait on les retrace ailleurs. Et donc en fait on définit nous-mêmes notre propre objet, parce qu'Internet c'est peut-être la grande illusion. Bien sûr, et la grande illusion, et c'est le flux. Oui, c'est un flux, c'est un flot. Oui. Et la question là, que j'aimerais vous poser, c'est que sur cette exigence-là, cette sorte de critique, enfin cette critique est basée sur une exigence et une particularité, c'est-à-dire une vraie ligne éditoriale. Comment vous faites pour qu'elle apparaisse dans ce flot, ce flux,
pour qu'on repère la critique, pour qu'on repère Hippocampe, alors qu'on a, il suffit de... Voilà. C'est-à-dire que comment, est-ce que c'est votre exigence, votre particularité qui fait que ça agrège des communautés lecteurs, comment ça marche? Parce que j'imagine que vous n'avez pas que des copains qui sont... voilà, qui sont j'aimerais bien avoir des copains. Mais... Voilà, donc c'est vraiment la question de comment on fait son chemin sans perdre... Est-ce que c'est justement parce que vous avez défilé des choses fortes que vous avez une communauté qui vous rejoint, ou voilà, comment ça marche? Nous, on n'a pas vraiment défini une ligne directrice très forte dès le départ, c'est plus en faisant progressivement les choses qu'il y a des types de sujets qu'on aime plus travailler que d'autres. Et je pense qu'après, il y a des lecteurs qui se reconnaissent un peu dans ce que l'on défend, s'intéresser à des livres, à des productions culturelles qui sont peut-être pas très valorisées par les médias traditionnels. On essaie quand même de donner beaucoup de place à des auteurs, à des poètes qui sont très minoritaires. Donc l'idée aussi d'avoir créé un journal, c'était d'offrir un espace d'expression qui est de plus en plus limité et défaillant dans d'autres médias plus installés. Et donc ça se fait à un petit niveau, avec un petit nombre de lecteurs. Progressivement, le réseau se développe. Ce que j'aime bien, moi, dans l'idée de défendre un journal papier, c'est que ça permet de le faire circuler. C'est quelque chose qui est vendu assez peu cher, 2,50 € ou 3 €, enfin, et qui peut facilement passer de main en main, que les gens s'offrent, se passent entre amis. Contrairement à la revue, que l'on garde peut-être plus, le lecteur garde sa revue, la met dans la bibliothèque, le journal, au contraire, la forme qu'on a adoptée nous, circule beaucoup. Et alors Internet, évidemment, c'est incomparable. Mais c'est une autre manière, peut-être plus confidentielle, mais petit à petit, ça permet de contaminer de nouveaux... Oui, mais c'est confidentiel, mais un site sur Internet, ça peut être archi confidentiel. Voilà, c'est pour ça que je suis assez d'accord, c'est pas forcément une question de médias. En fait. C'est pour ça que je posais la question, parce qu'on peut créer absolument tout ce qu'on veut sur Internet, c'est très facile, il suffit de 3 clics si on est un peu malin, et on a une revue. Donc la question, c'est on se refait, voilà, c'est votre positionnement, je recommence. C'est votre positionnement qui fait qu'on vous repère et qu'on adhère. Voilà, comment... La périodicité fait de toute façon d'abord qu'il y a un rendez-vous, c'est-à-dire qu'un mercredi sur deux, il y a une communauté de lecteurs qui sait qu'ils vont trouver un journal fait, j'espère, avec qualité et sérieux. La question de maîtriser le flux d'Internet, nous on essaye, j'ai l'impression, de générer un autre flux, c'est-à-dire de générer un contre-flux ou un contre-flow. C'est-à-dire que dans cet espace-là, moi j'envisage un peu comme une maison avec des chambres où on circule en échappant un peu à la ville en dehors. Dans cet espace-là, il y a une connexion au bout d'un moment qui se met en place. Alors maintenant, depuis 2 ans, je ne sais plus combien d'articles on a, je crois qu'on est au 40, on a eu 43 numéros, 42, 43. On peut circuler dans cet espace-là, dans le temps, puisque vous pourrez aller de nos numéros de janvier 2016 à celui de novembre 2017. Et c'est assez important parce que ça veut dire qu'on lit autrement. C'est-à-dire que ça amène le lecteur à lire autrement et à faire des connexions. Et pas forcément à accumuler des numéros de revues ou des journaux qui s'empileraient. C'est pas l'accumulation d'articles qui fait la valeur. C'est les connexions entre des idées, des auteurs. On est en train de faire un travail assez important de référencement aussi, qui fait qu'on va pouvoir... en fonction de... Alors, on a un outil aussi de recherche, ce qui est assez important dans le site. Le référencement fait que les connexions entre articles dans cet espace-là, entre idées, entre thématiques, créent un peu une espèce de flux un peu plus apaisé. En interne, en fait, quasiment en interne. Ce qui fait qu'à la fois, il y a un positionnement politique fort et une ligne éditoriale, mais qui n'est pas, comment dire, rigide. Moi, j'ai déjà lu des articles en attendant Nado avec lesquels je suis absolument pas d'accord. C'est pas le problème. Mais il y a une diversité. Donc, ce qui est important, c'est la pratique éditoriale, c'est faire un journal et le faire collectivement, en fait. Parce que la critique, vous avez quand même un succès. Oui, on a certain. Oui, on a un succès certain. Et je pense qu'il est dû en fait à peut-être, c'est une vue toujours très partielle, et peut-être dû à 3 choses. C'est que nous, d'abord, on essaye d'être un petit peu hölderlinien, c'est-à-dire on essaie de trouver un rythme.
C'est-à-dire le rythme parfois, une scansion, c'est-à-dire 4 articles par jour, comme je vous disais tout à l'heure, rendre une fluidité au flux, pardon, et aussi actualiser l'actualité. C'est ça aussi qui est important, c'est parce que on est dans une logique totale du spectacle, pour ne pas citer Debord, et on est dans une espèce de tautologie totale où quand on parle d'un livre, on est forcément dans le spectacle du spectacle. Donc nous, on essaie de désaccompagner ce spectacle et de mettre la lumière sur des choix plus particuliers, sur certains éditeurs qui font un travail qui n'est peut-être pas assez médiatisé, et les lecteurs viennent aussi en fonction de ce dont nous on parle, que ce soit par exemple certains livres chez Verdier, d'autres chez La Contrallée, où on met en valeur égale part, ce qui n'est pas fait dans la presse écrite, la poésie. La poésie, elle est véritablement mise en avant comme n'importe quelle autre, c'est-à-dire une sorte de démocratie du sensible. Et la deuxième chose, c'est que on essaie d'être aussi décidément comme notre saint patron barthésien, c'est-à-dire en fait peut-être que les gens se reconnaissent parce que en lisant un livre, ils ont été blessés comme nous par la même chose. C'est-à-dire que la critique littéraire cherche toujours à essayer de voir qu'est-ce qui m'a blessé dans ce livre. J'ai une idée du livre, j'ai une idée de la littérature, et en lisant ce livre, mon idée a été blessée. J'ai ressenti ce que Barthes appelle le punctum à propos de la photo, mais la blessure chez Barthes est plus large, elle parle en fait de l'idée du livre qui a été blessé et de la littérature. Et enfin, le troisième point, c'est un point proustien, c'est-à-dire comment réconcilier deux côtés, c'est-à-dire à la fois le sensible, c'est-à-dire nous, on est aussi un journal de création, et on a des abécédaires d'écrivains, on a des textes de fiction, on est aussi un journal de création, et c'est un moyen d'accompagner la création contemporaine. Et de l'autre côté, le côté, je dirais, un peu plus intelligible, c'est-à-dire essayer de rendre une critique de ce qui est en train de s'écrire. Parce que la définition du contemporain, c'est chercher à réfléchir à quelque chose qui est lui-même en train de se réfléchir, mais qui ne s'est peut-être pas encore donné les moyens de le faire. Pas mal. Ouais. On répète. J'espère qu'on aura le temps pour des questions. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. On a 12 minutes. Il faut être ponctuel parce que les débats se suivent. Donc, je vous donne la parole. Monsieur. Il me semble que la création des sites en attendant Nado et Diacritique se fait à partir d'un procès implicite à la presse traditionnelle, à la presse papier et au supplément littéraire, puisque vous avez dit que vous avez dit un peu de mal du monde des livres, et vous avez dit que... Horreur, oui, j'hésitais entre horreur et... Oui, j'ai dit horreur, oui, et c'est vrai. d'autre part, vous avez dit que dans la presse littéraire traditionnelle, les articles étaient dictés par la direction. Enfin, oui, j'ai dit ça, c'est caricature, mais... Donc je voulais que vous précisiez les attendus de ce procès. Les avocats... non, pour revenir, moi je ne dis pas que la presse littéraire est une abjection ou quoi. C'est quand même plutôt agréable d'avoir quand même un... Il a levé les yeux. Oui. Je ne disais pas non plus que forcément c'était dicté d'en haut. C'est juste que les journaux fonctionnent avec une chaîne hiérarchique et qu'il y a des attendus évidents qui est que... moi j'étais effectivement, alors on parle du monde des livres, on va pas faire, j'espère qu'il n'y a pas un journaliste du monde des livres dans la salle. Enchanté. Voilà. Non, c'est toujours assez étonnant. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné. On va prendre l'exemple du monde des livres, on va faire non plus la rencontre sur le monde des livres. On est là pour parler dans Attendant Nado, Diacritique et Hippocampe. Bon, déjà on parle pas assez de nous alors. Il faut préciser. Mais c'est vrai que ce qui m'a étonné là cette année, c'est que sur la rentrée littéraire, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, c'est que alors il y a eu deux moments assez étonnants. C'est donc mi-août, donc là les livres commencent à apparaître avec affût, et il y a eu la foire du livre de Francfort. Et en fait, tout le monde dans la presse littéraire ne parlait que de ventes, de chiffres, de qui marche. Alors les auteurs français marchent bien, se vendent bien, etc. Et c'est quand même assez affolant, et c'est ça en fait le gros problème. C'est la question de comment on se place par rapport à un marché. C'est-à-dire le livre n'est pas que une histoire assez intéressante d'idées, etc. C'est une histoire d'argent, de vente, etc. Donc, je ne dis
pas que forcément toute la presse littéraire est le bras armé du capitalisme mondial, c'est pas ça, mais il faut être conscient moi je suis assez heureux en attendant Nado d'écrire sur des livres sans gagner ma vie avec ça. J'en suis extrêmement heureux, ça change totalement le rapport, je pense, à la lecture et à la transmission d'idées. Oui, la deuxième question que j'aurais pas le temps de vous poser, c'est sur évidemment les modèles économiques. Oui, Et là, là, il est en gros, on n'a pas le temps, vous connaissez tous la réponse, c'est la catastrophe. Non. De toute façon, on peut continuer la discussion en dehors de la Oui. Voilà. Alors, sur l'horreur du monde, parce que nous avons un ancien et éminent représentant du livre. Et moi, en fait, moi j'ai été nourri en fait au monde des livres très longtemps. Enfin, moi j'ai fait ma culture contemporaine avec le monde des livres. J'allais l'acheter très régulièrement le jeudi au Père Melun de Paris. Et c'était vraiment un moment où on trouvait notamment, on en pense qu'on veut, mais moi je l'aime beaucoup, on trouvait en première page de temps à autre Solers qui défendait des visions. On ne comprenait pas toujours ce qu'il racontait, mais on voyait qu'il défendait la poésie de Kongora. Bon. Et c'était quand même une vision de la littérature qui n'était pas subordonnée effectivement à une idée du marché dans laquelle finalement ne peut subsister, non pas, moi je ne pense pas que ce soit des intérêts économiques, je pense que c'est plutôt une certaine idée du récit qui est en fait une sorte de ce que, en tout cas, le monde des livres tel qu'il est maintenant, c'est une idée du récit où finalement on est un petit peu dans la promotion de ce que quelqu'un qui ici appelle très justement le roman de gare alambiqué. C'est-à-dire qu'on est un peu dans la promotion de ce que Anatole France, en d'autres temps, appelait un peu les barbares byzantins. C'est-à-dire qu'on a toujours un récit qui est quand même globalement classique. C'est une vision quand même du récit qui est forte, un récit globalement classique, dans lequel on apporte une sorte de petit twist moderniste qui serait un petit peu la caution d'une modernité digérée, mais quand même accessible pour le grand public. Et ça, c'est la vision qui... C'est pas tant un modèle économique qu'un modèle en fait littéraire qui ne me convient pas. Parce que je vois que, en fait, ça ne laisse pas la place, très rarement, à des récits qui sortiraient au-delà de quelque chose qui relèverait d'une ligne biographique. Alors, pour moi, il y a un énorme malentendu sur Michon, parce que Michon fait tout sauf des biographies, et on le réduit au vide. Là, on voit que la promotion autour du cahier de Lerne, que très bien, parce que j'y ai participé moi-même, mais cette promotion autour du cahier de Lerne fait qu'on se trompe complètement, par exemple, sur Michon. Parce qu'on fait de Michon le salvateur, le grand sauveur d'une littérature qui serait redevenue, après l'horreur du nouveau roman, le néoclassicisme. Et c'est cette espèce de néoclassicisme avec un saupoudrage de modernisme qui, pour moi, est défendu à travers des suppléments comme Le Monde des Livres. Mais je ne dirais pas la même chose, par exemple, de Libé. Je trouve qu'à Libé, les pages culture, notamment du samedi où les livres sont défendus, même si ce n'est pas toujours ce que je défendrais moi, ça a une exigence que je ne vois plus dans Le Monde des Livres. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi de ce coup, par tout le temps de ça. Donc voilà, je me situe, donc je suis un créateur de livres papier, je collabore à des livres papier, donc l'atelier du roman qui est ici, et je fais partie d'une revue numérique qui s'appelle Nation Indiana en Italie, depuis 14 ans ça existe, et donc j'ai une expérience, on va dire, qui me permet d'être un peu déçu quand même du fait que certains points n'ont pas été vraiment touchés. Là, c'est combien de lecteurs, donc ce qu'on appelle des visiteurs uniques, non, vous avez dans vos pages. La question de l'accessibilité du savoir. Aaron Schwartz, non, la guérilla Internet, est-ce que cette guérilla, cette révolution a eu lieu ou pas? Pour moi, oui, mais bien évidemment, il y a aussi des déceptions par rapport au potentiel de ce moyen. Justement, sur la question de l'économie, comme on parlait de la critique, comme beaucoup de débats portent évidemment sur comment on s'en sort avec Internet et l'économie, Internet et la culture. Donc, voilà, le sujet n'était pas... C'était pas une question au cœur de ce débat-là, mais vous pouvez répondre, évidemment, puisqu'on vous pose la question. Nous, effectivement, on n'a pas notre modèle économique est nul. Nous, on est plutôt dans un espace qui n'est pas qui est plutôt, en fait, comme on a tous des professions à côté, comme, voilà, on n'a pas, heureusement pour nous, pas besoin d'en vivre. Donc du coup, ça donne un espace qui est quand même libéré économiquement. Bon, on avait fait des expériences de publicité tout de même. On avait fait une expérience de publicité
donc il ne nous a pas satisfaites parce que déjà c'était très laid, et que en plus de cette laideur, c'est que la laideur ne rapporte pas, c'est quand même stupéfiant. Et donc cette laideur qui ne rapporte pas nous a découragés de poursuivre, mais on n'exclut pas d'avoir un modèle économique un jour plus fort, à l'intérieur duquel justement, pourtant, on voudrait rester gratuit. Sur le modèle économique, voilà. Gratuit, pas gratuit. Alors, sur le lectorat, actuellement, en attendant Nado, c'est, si on reste sur un chiffre approximatif de session unique, c'est 20 000 lecteurs uniques. C'est-à-dire, nous, c'est 5 000 par jour. 5 000 par jour, voilà. unique. Moi, c'est-à-dire, on compte à tout à l'heure. C'est 500 tous les 2 mois. Ça commence. On compte tout à la fois la personne qui reste 4 secondes parce qu'elle est tombée dessus sur Google et en fait ça ne l'intéresse pas, et la personne qui passe 1 heure sur le numéro. Donc, il y a une question aussi de temps de lecture à approcher. Le modèle économique dans Attendant Nado, on reste attaché à la gratuité, c'est-à-dire qu'il faut la financer, cette gratuité. C'est-à-dire que ce journal, il se fait par des gens qui prennent du temps. On a réussi très vite à dégager assez d'argent pour rémunérer assez petitement, mais rémunérer 3 personnes. Une personne chargée des relations extérieures du journal, une personne qui est webmaster et un correcteur. Comment cet argent vient? C'est par la fidélité des lecteurs qui nous font des dons, et on est assez heureux du fait que non seulement on a des lecteurs qui nous lisent, mais qui nous donnent aussi de l'argent finalement par mobilisation, par engagement pour ce journal. Et s'ils n'étaient pas là, on ne sait pas bien, on chercherait sans doute d'autres solutions. Mais la base, c'est l'appartenance du journal à ses lecteurs. C'est pas pour rien qu'en attendant Nado est devenu aussi partenaire de Mediapart. Mediapart participe au financement aussi, à l'existence dans Attendant Nado, puisqu'on publie en avant-première chaque semaine un de nos articles sur le site de Mediapart. Voilà. Du coup, par rapport à la question des commentaires, ils sont ouverts. Oui, donc voilà, il n'y a pas de commentaires. Si, il y a des commentaires, si. Il y a chez nous, on continuait à discuter en dehors. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous.